Europe 1. Les Français accros aux écrans, 73% se déclarent dépendants vis-à-vis de leur smartphone, de leur tablette ou de leur ordinateur, et pourtant ils savent que cela a un impact pour leur santé. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation April et BVA dévoile un baromètre sur l'hyperconnexion des Français. Nikos, vous recevez ce matin le docteur Olivier Fan, il est addictologue à la Fondation Santé des étudiants de France. Bonjour docteur Olivier Fan. Bonjour. Alors on l'a entendu, on est dépendant, 73% le reconnaissent, 67% c'était il y a un an. Ça veut dire qu'on est de plus en plus dépendant ou qu'il y a une prise de conscience ? Les deux. Je crois qu'effectivement, les activités se sont multipliées entre les activités de travail, les activités de réseaux sociaux, les activités de loisirs, que ce soit les vidéos, les jeux vidéo, les jeux de hasard et d'argent. Je crois qu'on multiplie les activités sur les écrans. Alors souvent, on est connecté par le travail. Ici même, dans la matinale, on est sur nos écrans pour travailler. On va y revenir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome FOMO. Le FOMO, c'est un acronyme anglais de Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose d'important. Oui, on avait la même chose à la cour de Versailles où on disait s'y dérober un instant, s'y renoncer pour toujours. Des gens qui sont accros à leur image sur Internet. C'est vrai que tout individu a une vie réelle, une vie virtuelle, ce qu'on appelle la e-réputation, qui peut avoir des conséquences, évidemment, et certains y restent un peu trop accrochés à cette image virtuelle, au détriment de la vie réelle, et c'est là où commencent les ennuis. Et oui, les emmerdes commencent, pardonnez-moi, quand le personnage, l'alias, en fait, le dématérialisé prend la place du matérialisé, en fait. La question, c'est effectivement, on ne remplacera jamais la vie réelle. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle ? Une vie équilibrée, c'est une vie professionnelle, familiale et de loisirs, et de façon équilibrée. Quand il y a un déséquilibre entre ces trois activités, il peut y avoir des conséquences sur l'individu. Mais quand on passe en moyenne 4h30 sur nos écrans, plus 8 minutes sur un an, sommes-nous encore dans la vie réelle ? La question est comment c'est réparti. Si vous faites votre travail, votre 8 heures de travail, vous rentrez chez vous, vous vous déconnectez, vous faites autre chose, ça ne pose pas de problème. Je crois qu'il ne faut pas différencier aussi le type d'activité. L'activité professionnelle, ne diabolisons pas les écrans, est utile et extrêmement important. Donc il y a des disparités selon les profils ? Il y a des disparités selon les profils, oui. Il y a ceux, effectivement, qui s'en servent exclusivement pour le travail. Et là, c'est la question de ce qu'on appelle les work addicts, c'est-à-dire le temps que devez aussi consacrer à votre famille, à vos enfants. Et il ne faut pas que, effectivement, le travail l'emporte sur les autres activités, comme je le disais. Chez les jeunes, il n'y a pas par définition d'obligation professionnelle. Il y a des obligations scolaires, c'est-à-dire que maintenant, un certain nombre de devoirs doivent être faits sur tablette et sur Internet. Et là se pose la question de, après les cours, comment l'enfant va s'organiser et comment il va organiser son temps de loisir et son temps de famille. C'est vrai que les écrans sont devenus très attrayants pour les adolescents, et le risque, c'est de développer certaines compétences, puisque certaines compétences sont développées aux écrans au détriment d'autres. Je rappelle l'importance de la lecture. Au détriment de quoi ? La lecture, quoi d'autre ? Le sport les activités, ce que j'appelle à fort investissement. C'est-à-dire que quand vous allumez l'écran, vous avez la satisfaction immédiate, alors que quand vous faites de la musique, quand vous faites du sport, quand vous voyez vos copains, ça nécessite un effort. Même la lecture nécessite un effort, mais vous serez récompensé. Je crois qu'il faut équilibrer les activités et ne pas se centrer sur une activité unique qui, on le sait, va avoir des conséquences sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Et sur la santé aussi. Quelles sont les conséquences sur la santé ? Alors, on dit c'est pas bien, mais pourquoi ? Il y a effectivement la question de la vue. On l'a vu avec les écrans bleus. Ça c'est prouvé. Mais ça c'est prouvé, oui. L'autre chose, c'est la question du temps. C'est-à-dire que si vous passez 6 heures par jour devant les écrans, ça va avoir des répercussions au niveau du sommeil. Et on sait combien le sommeil est important pour le développement de l'adolescent. Il y a aussi une augmentation, je dirais, et ça c'est particulier des jeux vidéo, de l'agressivité et de l'intolérance à la frustration. Ça aussi, on a pas mal d'articles qui sont sortis. Mais bon, ne diabolisons pas non plus cet outil. Je pense qu'il faut faire attention, notamment vis-à-vis des plus fragiles, et je crois qu'il est nécessaire que les parents fassent effectivement l'effort de cadrer l'enfant. C'est-à-dire que l'écran, c'est un excellent babysitter, mais c'est pas le meilleur. D'accord. Est-ce que l'impact sur les jeunes est plus important que sur les adultes ? Évidemment, puisque vous avez un jeune en développement qui doit passer un certain nombre d'examens, et c'est pas les compétences acquises à travers les jeux, à travers les écrans qui vont faire que vous allez passer l'examen. Il y a le bac français là, il faut acquérir la lecture, on sait que ça va être extrêmement important, les mathématiques, d'autres types de matières.
faire. Je crois qu'il faut pas non plus négliger les loisirs, mais pas que ça se fasse au détriment des activités scolaires. Mais comment on fait, docteur Fan? Plus on commence tôt, mieux c'est. On a des enfants en bas âge, on leur donne parfois la tablette ou le téléphone pour qu'ils mangent, comme tout le monde. Celui qui dit non, moi c'est interdit, je n'y crois pas. Tout le monde à un moment ou à un autre, mais comment on fait? Ça fait partie de leur vie, la tablette? Oui, ça fait partie de leur vie, mais par exemple, moi je recommande que dans les dîners familiaux, on interdise... Donc des règles. Ah oui, il y a des règles. Il y a des règles, et puis c'est aux parents à s'imposer les règles. Si vous commencez à surfer votre smartphone à table, le gamin va suivre. Hein. On sait qu'il y a un lien entre les parents hyper connectés et puis il faut donner les enfants. l'exemple. Il faut donner l'exemple. Le fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Ça marche pas. On le sait depuis longtemps et je pense que ce sont des règles applicable. Hein, c'est-à-dire que l'idée de dire on passe un temps ensemble et le repas familial est ce moment privilégié où on dit la tablette doit être rangée de côté. Voilà, les parents commencent à connaître aussi Internet et ce qui s'y fait. Ce sont des règles pour les enfants, docteur, mais pour les cadres qui sont obligés de l'avoir au boulot, qui travaillent dans le train, qui travaillent même à la maison en arrivant, on fait comment? On fait comment il dit quoi à son patron? Non, je rentre chez moi, j'ai pas le droit de travailler avec ma tablette. Un enfant a besoin physiquement de ses parents. Ça va pas bouger. C'est une règle immuable. Ouais. Donc, patron, pas patron, si vous passez pas du temps avec votre enfant... N'en faites pas. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. J'aimerais bien vous dire, ah ben non, un enfant s'élève tout seul sans les parents. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. Vrai. Voilà, donc ça, c'est une règle immuable. Docteur, autre question, quand on dort à côté de nos smartphones ou des tablettes, qu'on la consulte la nuit pour voir s'il y a eu un urgent, notamment nous, journalistes ici dans la rédaction, si s'est passé quelque chose à l'autre bout du monde avec le décalage horaire, c'est une chose dangereuse ou pas pour la santé? La question, c'est la question du sommeil. C'est-à-dire qu'être réactif, c'est bien. Être en forme et assurer le sommeil, c'est bien aussi. On sait que le sommeil est extrêmement important parce que ça métabolise l'information. C'est-à-dire que, alors je suppose que le devoir du journaliste, c'est de prendre l'information, mais aussi de la digérer, de la métaboliser et d'en faire quelque chose. Et ça, ce sont des capacités qui s'acquièrent pendant le sommeil. Donc, je dirais, dormir vous aide à faire votre métier. Si on arrête, dernière question, l'hyperconnexion, si on arrête les tablettes, les téléphones, est-ce qu'on a besoin d'être sevré? En général, ça se passe très bien. Hein. Il ne se passe rien. Je pense que c'est surtout une inquiétude. Non. Il y a un vide qui s'installe parce qu'après, on se demande quoi faire. Et je crois que plus on apprend tôt à varier les plaisirs, plus ça sera facile d'arrêter le tablette parce qu'on trouvera quoi faire. Merci, docteur Olivier Fan, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous dois combien? Rien du tout. Merci beaucoup. Je crois que nos auditeurs vous ont suivi avec beaucoup d'attention ce matin. Revenez quand vous voulez.